Qu'est-ce que tu aurais fait comme métier si tu n'avais pas été joueur de foot professionnel? Mais tu as déjà eu des grosses disputes? Moi, j'aimais les brutes. Qu'est-ce qui t'a fait dire « Oh waouh, je suis à Liverpool » Il enlève son t-shirt, il a ma tête tatouée comme ça dans le dos. Tu faisais des pompes avant pour être bien congestionné dans le... Franchement, il était... Nice Now, aujourd'hui, tu serais descendu du bus ou pas? Si je joue au ping-pong, ouais, peut-être. C'était qui ton plus dur? C'était Van Dijk à toi? Une belle liche. Liche, c'est un petit ton. Ça se voit que j'y connais rien du tout. Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Campo, bienvenue dans la deuxième saison de Campo, Campo saison 2. Très heureux de partager ces moments avec vous. Vous avez été plus de 60 millions à regarder toutes les vidéos sur les différents supports, sur les réseaux sociaux, sur les différentes plateformes, que ce soit Instagram, TikTok, Twitter ou encore YouTube. Vous êtes plus de 120 000 à nous suivre, 120 000 abonnés, donc merci à vous. C'est vous qui participez au développement de Campo et aujourd'hui, quoi de mieux que celui qui a battu beaucoup de records et qui nous a régalé pendant toute sa carrière, mais aussi en dehors des terrains. Je suis très heureux de lancer cette saison 2 de Campo avec monsieur... Djibril Cissé. On parle de lui-même, on parle de foot et d'hommes dans Campo avec un grand H, des hommes et des femmes qui font, qui ont fait et qui feront le football. Djibril, je suis très content de lancer cette saison avec toi. Est-ce que tu es conscient de l'image que tu as aujourd'hui et de l'image que tu as pu avoir durant toute ta carrière sur et en dehors du terrain? Oui, je suis pas aussi fou et naïf que ça. Je sais qu'il y a le personnage Djibril Cissé a laissé une trace, a fait parler et fait encore parler. Ça me plaît parce que les retours sont positifs. J'ai une cote de sympathie qui est assez pas mal et donc ça me plaît. C'est toujours bien d'avoir une image sympa plutôt qu'une image d'un mec pas cool. Donc je suis assez content du retour de mon image. Tu as été le premier ovni des années 2000 avec le look. On avait, c'est à cette époque-là qui a commencé à fin des années 90, début des années 2000, qui a commencé à avoir les chaussures de couleur. Avant, toutes les chaussures étaient noires. Toi, tu as amené la couleur ailleurs, dans les cheveux, dans les coupes de cheveux, plein de choses dans ton look. Avant de te demander comment c'est né, comment tu as vu le regard des autres arriver la première fois que tu arrives avec la teinture sur le terrain? Ben, c'est arrivé tôt. C'est arrivé tôt. Moi, 17 ans, j'avais déjà des nattes blondes. Et ça passait. Il y avait des regards et des retours plus rigolos et fun plutôt que méchants, vraiment. J'ai jamais eu de retour cassant et pour être méchant. C'était plus les gens, ils étaient intrigués, ils aimaient ça. Ils le porteraient pas eux-mêmes, mais voilà, toi ça te va bien, donc continue. Et limite quand j'arrivais sans teinture ou sobre en noir, mais les gens étaient pas. Il y a un problème. Qu'est-ce qui se passe, Jib, ça va, tu vois. Donc du coup, j'avais un peu cette pas obligation, mais voilà, il fallait que je sois moi-même et en général, il y avait des retours, des très bons retours et les gens aimaient ça. Est-ce que ça t'a donné plus d'obligations, de retours, de performance? Parce que moi, on est de la même génération, et je me disais, il a intérêt à être bon. Pour venir avec une teinture blonde, avec des tatouages, avec tout ça, là, il a intérêt à être bon, celui-là. Ben, honnêtement, moi, personnellement, je me mettais pas cette pression-là. Parce que pour moi c'est naturel, c'était d'avoir les cheveux bleus. Ben, j'avais les cheveux bleus il y a encore 3 jours, j'ai encore quelques résidus là. Quelques marques. Voilà, pour moi c'est pas un truc de fou de se teindre les cheveux en rouge, donc pour moi c'était pas farfelu, mais c'est vrai que les gens se disaient il faut qu'il assume. Il tourne dans des films, il défile, on le voit à la télé toute la semaine avant le match. Il faut que le samedi, on l'attend en tournant. En général, j'étais présent en tournant, donc il pouvait pas trop m'attaquer. Mais c'est vrai qu'il y avait cette pression-là que je m'infligeais sans faire exprès. Mais c'est vrai que... T'aimais ça? C'était même pas un jeu en fait, je le faisais pas exprès, je me levais, j'avais envie d'avoir les cheveux violets, j'avais les cheveux violets, j'avais envie de jouer avec une chaussure rouge et une chaussure bleue, je le faisais. Et après dans la tête des gens, oui, s'ils se permettent ça,
faut qu'il les mette au fond. Parce que le jour où je le mets pas au fond et j'ai une paire bleue et une paire truc, ah ouais, mais c'est normal, c'est un clown, c'est normal, il prend pas son taf au sérieux. Alors que c'était tout à fait l'opposé. Moi, je suis un amoureux du football. J'ai été un amoureux du football. Marquer des buts, ça a été toute ma vie et c'est encore présent. Et pour rien au monde, j'aurais fait passer quelque chose avant le match du samedi. Qu'est-ce que tu aurais fait comme métier si tu n'avais pas été joueur de foot professionnel? Ben, je pense que ça aurait été ou dans la mode ou j'aimais bien l'athlétisme aussi. Je pense que j'aurais fait du... T'étais bon? J'avais les bases, en tout cas, j'avais des bonnes bases de vitesse. Après, à travailler, parce que c'est pas du tout la même façon de travailler. Mais je pense que j'aurais été dans le sport ou dans la mode. Est-ce qu'il y a eu un look, une tenue que tu as préparé et à la fin tu dis ça je le fais pas? Jamais. Il y a jamais un truc où où j'ai tourné les talons parce que les gens, que vont dire les gens? Jamais, j'ai toujours assumé. Si, peut-être une fois, je mens. Au trophée UNFP, je crois que c'était 2002 ou 2003, ou 2002, je crois. Je gagne le meilleur espoir. Meilleur espoir. Et il y a le sélectionneur. On parle de moi pour la Coupe du Monde 2002. Et moi, j'arrive de base, j'ai une jupe. J'ai une chemise taguée Dolce & Gabbana, je me rappelle comme si c'était hier. J'ai un pantalon et j'ai une jupe portefeuille. Et je me dis, je vais chercher mon titre comme ça, tu vois. Parce que je sais que j'ai gagné. Donc je me dis, je vais chercher comme ça. Et mon agent, il me dit bah, il y a le sélectionneur et tout. C'est relou, tu vois. T'es pas loin du truc. Calme le jeu, tu vois. Et franchement, jusqu'à 15 minutes du truc, j'ai encore la jupe. Et mon agent qui vraiment dit... Il insiste. Et je dis, bah, vas-y, je l'enlève. Et du coup, je monte sur scène en pantalon. C'était Roger Lemaire? C'était Roger Lemaire. Et je me rappelle, c'est Stomy et Brahim Asloum qui me remettent le prix à l'époque. Stomy, il a dû te trouver sobre, parce que lui, il devait te connaître et savoir... Ouais. Et du coup, je me dis... je regrette pas, mais voilà, c'est la première fois où j'ai un peu... je suis allé contre nature, quoi. Sur le terrain, parce qu'on va beaucoup parler de football, t'as d'abord marqué les esprits par le jeu. Est-ce que tu te souviens du regard des gens quand t'es arrivé? Je t'avais vu dans la Coupe du Monde en Argentine. Exact. C'est là vraiment les premiers pas. T'étais avec Benoît Chéroux, cette génération-là, Philippe Mexès, il y avait Matisse. Vous perdez contre l'Argentine? On perd contre l'Argentine, Saviola, D'Alessandro, Romagnoli, Coloccini. Une vraie sélection à domicile en plus. On prend un 3-0, 3-1. Il met les 3, Saviola? Ouais, il y a Philippe qui marque, je crois. Et Saviola triplé. Ils terminent champions d'ailleurs. Mais on avait une belle génération. Diarra, mais il était blessé. Ouais, Alou, Benchero, Bernard Mendy. Bento, Bernard Mendy. Non, on avait une très très belle équipe. Et on termine champion d'Europe d'ailleurs, 19 ou 18. L'année d'avant. Ouais. Et du coup, c'est un peu là où les gens commencent à me connaître, parce qu'en sélection, j'empilais vraiment but sur but. D'ailleurs, je crois que je termine le deuxième meilleur joueur ou deuxième meilleur buteur de la compète. Il y avait Adriano à l'époque, il y avait Saviola qui était vraiment au-dessus de tout le monde. Et c'est là où je commence un peu à sortir un peu la tête de l'eau. T'as vu tout de suite l'attente des gens autour de tes performances? Parce qu'à Auxerre, les gens te connaissaient. Ceux qui suivent la JA connaissent évidemment Djibril Cissé, parce qu'ils doivent se dire on a un jeune, on a un très bon joueur. Mais nous, à l'extérieur, on voit et on se dit waouh, c'est le numéro 9. À cette époque-là, en plus, en équipe de France, il y a déjà des très bons attaquants. Mais il y a tout de suite beaucoup d'attentes à ton sujet, tout de suite. Ouais, bah oui, parce que j'ai attaqué fort, 4 buts au premier match contre Rennes. La sélection d'avant, justement, comme en Argentine, je crois que je mets 4 ou 6 buts. C'est pas des trucs, c'est des beaux scores de buteurs de Coupe du Monde ou d'Euro. Et après, forcément, quand tu mets 4 buts au premier match, on attend. Mais moi, le premier, je me suis dit, si tu as ça dans les jambes, on peut faire quelque chose de très bien. Et du coup, à Auxerre, tu deviens un peu
la petite starlette, faut pas s'enflammer, il faut pas croire que t'es arrivé, parce que le foot, ça va très vite. Et après, ça tombe bien parce que je suis pas fait de ce métal-là. Moi, je suis quelqu'un qui est jamais satisfait. Je peux vous dire que le 5e but à Rennes, je m'en rappelle, que je l'ai au bout du pied, je l'ai. Pour faire le quintuplé. Et je me rate, mais le but ouvert, je m'en rappelle encore. Donc, et ça t'a coûté? Ça t'a pris la tête? Ben ouais, parce que 4, 5, c'est pas 4, quoi. 4, c'est très bien, mais ouais, mais c'est pas 5. Ça me rappelle Thierry Henry, il met les 6 buts et son père lui dit ben ouais. T'as loupé ça, c'était en toi. C'est la différence entre un très bon joueur et un champion. Un champion, il regarde les détails, il regarde ce qui a pas été. Un très bon joueur, il se contente de ce qui a été. Et moi, ben, je suis plus du côté de regarder ce qui a été moins bien fait. Donc voilà, il y a ça, il y a le jeu tête, le pied gauche que Giroud aimait me taquiner, mais il avait totalement raison parce que aujourd'hui je cours après ces fameux 4 buts, ben, je les aurais eu avec un jeu tête et un bon pied gauche. Donc comme quoi il faut pas travailler que ses points forts. Moi c'est l'erreur que j'ai fait, c'est que j'étais très rapide et très puissant et très adroit, mais du pied droit, pardon. Et j'ai négligé mon pied gauche. Et au lieu de le travailler, j'ai travaillé sur mes points forts. Et c'est les jeunes qui nous écoutent. Travaillez vos points faibles. Aussi. Travaillez, négligez pas vos points forts. Parce que vous dites pas que c'est acquis, mais essayez d'équilibrer les choses et d'être le plus complet possible. Comment ça se passe dans ta tête quand t'exploses comme ça, au-delà du regard des autres, toutes les sollicitations sportives, d'abord parce que tu vas attirer les plus grands clubs à ce moment-là, déjà, très vite. Comment on gère ça? Comment ta famille a géré ça? Est-ce que vous avez réussi ou est-ce qu'il y a eu des moments vraiment compliqués? Non, il n'y a jamais eu de moments compliqués où on a pété les plombs parce que déjà, je suis pas à me faire éblouir par des choses ou par des promesses ou d'argent ou de club. Je savais où je voulais aller, je savais ce que je voulais faire. Je connaissais le chemin. Avec le coach Giroud, on avait vraiment... vous savez, quand on parle de plan de carrière, c'est pas juste un mot. C'est avec lui que tu l'as fait, ton plan de carrière? Ouais, on avait entre mes agents, mon frère et le coach, on avait vraiment fait un plan pour que ça aille en crescendo et le plus haut possible. Et c'est pour ça qu'on a choisi Liverpool après Auxerre et pas le Real Madrid notamment. J'avais des demandes, j'avais Milan, à l'époque il y avait tous les clubs, qui étaient prêts. Mais voilà, Liverpool, il y avait Gérard Rouillet, c'était un peu la transition un peu club famille. Voilà, je savais que c'était un cran au-dessus. Mais voilà, il y avait Gérard Rouillet et Giroud qui se connaissaient, Gérard paix à son âme, voilà, j'étais rassuré. Ils se sont parlé entre eux? Exactement. Ben, ça s'est fait entre eux, de base. De base, c'est Gérard qui appelle le coach, qui dit laisse-moi le joueur. Le coach Giroud qui est séduit par l'idée, qui m'en parle. Ça tombe que c'est Liverpool, que voilà, Michael Owen, Steven Gerrard qui commence à arriver, Émile Esquet. C'est un club mythique, mais la genèse, c'est vraiment les deux coachs qui se parlent. Si c'était pas une question d'argent, de somme d'argent, quand Giroud est séduit par le projet de Liverpool, si ça avait été un autre club, t'aurais écouté Giroud? Oui, j'aurais écouté, oui, on aurait discuté en tout cas, et c'est pour ça que quand le Real vient, je me dis, j'ai pas la trempe encore de... C'est trop tôt. J'ai pas encore l'expérience et la qualité pour jouer, pour me comparer à Van Nistelrooy, à R9, à Robinho, à Raoul, à Morientes qui arrive, à Z. J'ai pas ça. Figo. Ouais, j'ai pas ça. J'ai pas, même si c'est pour jouer en réserve et encore, c'est pas. Donc j'avais cette maturité là de me dire, ouais, c'est bien d'y aller, mais si c'est pour pas jouer, c'est pas la peine. Et surtout, moi, je suis quelqu'un de parole. La parole, c'est quand je te regarde et que je te dis quelque chose, c'est mieux qu'un contrat.
Parce qu'un contrat, je vais trouver une ligne, je vais te la faire sauter, terminé. Quand je dis, on s'est mis d'accord, et c'est ce qui s'est passé avec Liverpool. Donc parce que j'avais le Barça aussi qui arrive après, j'ai eu le Real qui est arrivé après, et ma parole c'est sacré. Donc et en plus de ça, l'avenir m'a montré raison parce qu'on gagne la Ligue des Champions. Donc on a bien fait d'y aller. Mais je pense qu'on a bien fait les choses. Pas juste parce qu'on a gagné la Ligue des Champions derrière, mais parce que c'était le chemin le plus intelligent pour aller le plus haut possible. Tu pars du sud de la France pour arriver à Auxerre. Je fais juste une parenthèse. On en a pas juste de la difficulté quand on parle des jeunes, quand vous allez, quand tu allais, quand vous êtes tous allés en centre de formation, pas tous, mais tous ceux qui sont allés en centre de formation, l'éloignement, la difficulté, c'est beau, hein. C'est le rêve de plein d'enfants d'aller en centre de formation, de devenir foot professionnel. Je sais pas si le bon mot est sacrifice, je l'ai pas vécu, moi. Mais je sais la difficulté de partir loin de la maison. Je parle même pas de la difficulté dans le centre, de la concurrence qui peut exister entre les joueurs. Je parle à quel âge t'es parti à Auxerre? Alors moi, moi, ça s'est passé en 2 étapes. J'ai commencé à Arles, à l'AC Arles, où vraiment je tiens à les mettre en lumière aussi parce que il y a eu Gaël Givet, il y a eu moi. Gaël Givet, il est en Argentine. Qui est en Argentine aussi. J'allais l'oublier. Gaël Givet qui a une finale de Ligue des Champions, qui a une finale de Coupe du Monde. L'ACR a formé Jean-Louis Sarès aussi qui est passé là-bas. Très bon club de jeunes. Donc à 11 ans ou 12 ans, je suis parti à Nîmes, donc au Nîmes Olympique. Donc j'étais en internat, donc je rentrais déjà que les vendredis, que les week-ends. Donc c'était déjà un premier déracinement. C'était déjà une première étape. Donc à 12 ans, de voir que sa mère que les week-ends, c'est déjà un choc. Mais en fait, le truc, c'est que j'en parle souvent. Donc après de Nîmes à Auxerre, oui, donc 600 ou quelques kilomètres. La dernière fois, j'en parlais avec madame, je lui disais, mais j'ai pas le souvenir d'être dans ma chambre un jour, triste, à 14 ans, 15 ans, de me dire, c'est loin, maman, elle me manque, c'est dur. Et je pense vraiment pas que ça s'est passé. Mon cerveau était formaté pour souffrir à un moment donné et réussir. Et c'est ce qui s'est passé, mais j'ai vraiment pas le souvenir d'être un jour dans ma chambre, maman elle me manque, c'est loin, le lendemain j'arrive pas. J'ai pas eu ça. Je reviens au terrain et à Liverpool. La première fois que tu arrives dans le vestiaire, qu'est-ce qui t'a fait dire waouh, je suis à Liverpool? Honnêtement, à part la pluie au mois de juillet, j'ai tellement été bien accueilli par les mecs. Qu'est-ce qui t'accueille le premier? C'est même pas Gérard, parce que Gérard, il se fait virer avant que j'arrive. Ouais. Ça, j'ai le souvenir. Gérard Rouillet. J'ai le souvenir très, très précis. Je partais d'Auxerre, j'allais à Paris faire des courses. Et j'ai Norman Gard, père son âme, qui m'appelle, qui était le player lésion, dans celui qui s'occupait des joueurs à l'époque, qui m'appelle, qui me dit j'ai une mauvaise nouvelle, Gérard s'est fait virer. Alors que c'est lui qui te fait. Alors que c'est lui qui me recrute, et à une semaine d'arriver, quoi. J'ai dit, ça va être compliqué. Après, la bonne humeur et l'envie reprend le dessus. Il est remplacé par Rafa Benitez, qui me voulait lui aussi déjà à Valence. Donc ça va. Ça va. Je me dis, ça va. Donc j'arrive en confiance. J'arrive, je joue, il me fait jouer. On part en prépa aux États-Unis, premier match, premier but. J'enchaîne, tout se passe vraiment très bien. Rafa me fait comprendre que je suis dans ses plans et que rien ne change. Donc je suis titulaire, je récupère mon numéro 9. Tout va très bien. Et comme je disais, je suis pas arrivé dans un vestiaire de star parce que là, quand tu le racontes, tu dis tu arrives, il y a Steven Gerrard, mais les gens ont le Steven Gerrard de maintenant. Mais moi, quand j'arrive, Stevie G, c'est un très bon joueur. Mais il y a Scholes à United. Il y a des vrais gros joueurs il y a Rooney, qui sont à l'époque un peu au-dessus de lui. Qui est la star du vestiaire? Ouais. Il n'y en a pas. Enfin, il y a Michael Owen. Il a eu le Ballon d'Or. Ouais. Il y a Michael. Et alors, il est Michael, c'est prévu qu'il parte. Que moi j'arrive, mais c'est que j'arrive ou que j'arrive pas, il devait partir. Il va au Real après. Il va au Real.
Et oui, la star un peu vraiment de l'équipe, c'est plus Michael que Stevie. C'est le talent qui arrive là dans quelques années. Vous allez voir, il y a une petite pépite. Mais le vrai talent qui était déjà prêt à l'époque, c'était Michael. Et la Diouf avait dit que c'était très dur d'être à Liverpool par rapport aux gens de Liverpool et à des hommes comme Steven Gerrard, comme Michael, comme Carragher. Toi, tu l'as pas ressenti? Non. Vous aviez peut-être pas la même attitude. Ouais, on n'a pas le même caractère, on n'a pas le même vécu. Moi, je suis arrivé, lui, il avait déjà 1 an ou 2 avec eux. Il s'est peut-être passé des choses entre eux que voilà, on n'a pas vécu la même histoire à Liverpool. Moi, j'arrive au contraire. Voilà, je suis quelqu'un je suis très respectueux, très calme. Quand j'arrive quelque part, je sais me faire calme, mais je sais faire parler mon talent. Voilà. Et d'ailleurs, je crois qu'il y a Steven Gerrard qui fait dans un de ses livres qui parle du premier entraînement ensemble. Il y a une séance de reprise de volée à la fin et première bicyclette pleine lucarne et il s'en rappelle. Il s'en rappelle. C'est kiffant quand même de dire que Steven Gerrard, dans son livre, il raconte la première. C'était fort. C'était fort. Et les mecs. Tu l'as fêté à l'entraînement ou non, tranquille. Je me suis levé, peinard, tranquille. Tu vois, j'attendais. J'entends, mais. Donc, ça suffit. Tu vois, ça suffit. Tu vois, ça suffit. Ça suffisait, tu vois. Je suis rentré dans le vestiaire tranquille. Tu vois, genre normal, quoi. Tu vois, genre, c'est ce que je fais tous les jours, tu vois. Et du coup, c'est pour ça que je pense que ça a accroché entre Stevie et Cara. On s'entend bien, tu vois, c'est pas un ami, mais on s'entend bien, il y a du respect. Stevie G, voilà, on sait un peu plus, j'ai un peu plus de nouvelles de lui que de Carragher, mais de là à dire c'est des mecs durs, ouais, j'ai peut-être pas vécu les mêmes choses avec Elage que moi. En tout cas, moi, j'ai beaucoup de respect pour les deux. Et ça restera des noms du football anglais quand même. Quelle est la fois où tu t'es dit Steven Gerrard, c'est Steven Gerrard? Un truc qui t'a marqué? En général, il a une qualité de passe assez folle. Et puis les 2 buts en finale de la Cup, notamment le deuxième. Le deuxième, un long ballon, le ballon il ressort, on perd 3-2. Enfin, moi j'étais fou, hein, je frappais de position assez folle, mais je pense que celle-là je l'attends pas. Il y a un petit rebond avant, il la prend parfaite, elle va se loger petit filet, mais il est à 30 mètres. Ouais. Mais voilà, il a tout mis dedans, tout est sorti, tout, la rage, l'envie, l'amour du club, tout. Et elle va se loger dans le petit filet. Et ouais, il y a plein de choses comme ça. Et surtout. En dehors du terrain, peut-être. Ouais, ouais, je dirais l'amour qu'il a pour le club. L'amour qu'il a pour son club, parce que c'est son Liverpool. Et ouais, il était prêt à tout pour le club. Il était prêt à tout pour le club. Et c'est pour ça que. Franchement, la glissade là, ça m'a fait très 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 mal. Contre Chelsea. Ouais, parce que j'étais plus là. Hein, plus là. Je suis le club, bien sûr, encore, parce que voilà, quand tu es passé par là-bas, ouais. Mais pas lui, quoi. Ouais, pas lui. C'est ça le. Ça aurait pu arriver à n'importe qui. J'aurais été très déçu parce que ça te coûte le titre, mais pas lui. Pas lui. Franchement, l'histoire, c'était vraiment pas cool. Et ouais, ça m'arrive d'être déçu pour des gens, pardon. Mais là, ça m'a fait vraiment, vraiment mal au cœur, comme si c'était moi. Parce que je connais l'intérêt, l'amour, le respect et l'attente qu'il avait de soulever cette première ligue. Pas la Ligue des Champions, parce qu'on l'avait déjà levé. Il était, bien sûr, c'est une fierté. Mais le titre, il attendait depuis longtemps et il n'a pas eu cette chance-là. Et là, vraiment, j'ai eu mal. Qu'est-ce qui est le plus important quand on est joueur de Liverpool? Le titre de Première Ligue ou la Ligue des Champions? Ouais, je pense que les deux, c'est pas... Tu les négliges pas, mais je pense qu'il choisirait la Première Ligue. La plus belle émotion de ta carrière, est-ce que c'est la finale de la Ligue des Champions? Tu rentres à la 85e. Ouais. Tu fais la prolongation. Tu tires ton tir au but. Tu frappes, tu marques. Ouais.
Je sais pas si c'est la plus forte. Par rapport au scénario du match, mais par rapport au fait que tu rentres à la 85e minute. C'est pour ça que je suis sûr que si tu es titulaire, que tu joues les 120 minutes, que tu la gagnes, ça peut peut-être te donner un autre... Moi, c'est une Ligue des Champions, c'est un très très gros trophée. Faut pas le négliger. On voit les sommes folles que les clubs dépensent pour justement l'avoir. On l'a vu avec le PSG. Mais finale de Coupe de France 2003 avec Auxerre, c'est fort aussi. C'est fort parce que c'est mon premier trophée majeur avec mon club formateur. Avec tes copains? Avec mes copains, avec des mecs que je connais depuis le centre. Donc, niveau émotion, ça se vaut. Ça se vaut, mais il y a une Coupe de France et une Ligue des Champions. Tu viens d'arriver au club, surtout la saison moi, que j'ai eue avant. J'ai pratiquement pas joué, j'étais blessé, je me casse la jambe en arrivant. Donc, pour l'ensemble de la saison et le roller coaster que j'ai vécu, émotionnel, ouais, peut-être la Ligue des Champions un peu au-dessus, mais le premier trophée avec Auxerre, c'est fou aussi. T'es dans le vestiaire à la mi-temps ou tu vas t'échauffer à la mi-temps de la Ligue des Champions? À la mi-temps, j'y suis. C'est vrai cette histoire de Benitez qui ouvre la porte et qui dit écoutez les supporters? Benitez rentre, il fait son speech. Stevie prend la parole aussi en tant que bon capitaine, mais on les entendait. Ah, vous les entendez? Stevie, ouais, non, il dit que de pas lâcher, un discours de capitaine. Il dit que si on marque tôt, on peut revenir. Ça, il le dit. Et il y a une anecdote de fou aussi avec Jimmy Traoré. Je sais pas si tu l'as entendu. En fait, quand on rentre, le coach fait Rafa fait sortir Jimmy. Donc Jimmy va à la douche. On doit faire rentrer Didier Amann. Et il y a Steve Finan qui sent un truc à la mi-temps, sauf que Jimmy est sous la douche. Donc Steve va voir le coach, il dit ouais, j'ai une douleur et tout, donc ok, on change, mais va chercher Jimmy, dis à Jimmy qu'il rentre. Sauf que Jimmy il est sous la douche. Il va chercher sous la douche. Il est sous la douche, plein de shampoing et tout, plein de gel douche. Et l'adjoint va le chercher, il lui dit ouais, tu rentres. Jimmy dit ouais, vas-y. Et le coach il vient de me dire tu sors, c'est fini, tu vois. Non, tu re-rentres, Steve, il est blessé, tu re-rentres. Finan, il est blessé, tu re-rentres et tout. Donc Jimmy, il se rhabille. Donc, tu vois, moi, là, quand on parle du mental, de se remettre dans le match, donc ouais, putain, je sors à la mi-temps, on perd 3-0. Imagine-toi mentalement comment il est le mec. Il faut se re-switcher en 10 secondes et il va nous faire une deuxième mi-temps extraordinaire. Donc, ouais, cette anecdote-là, c'était assez quand marrant. Tu le vois revenir. Ah, mais un truc de fou. Moi, je le vois, je dis, mais qu'est-ce qu'il fait là? Parce que moi, donc il y a le speech, donc après on sort à l'échauffement. Donc moi, Jimmy il est sous la douche. Quand je quitte le vestiaire, Jimmy va se doucher. Donc Jimmy sort. Et je le vois rentrer. Je dis mais c'est quoi ce délire? Et après on me rend compte l'histoire, j'étais mort. Et du coup, ouais, Stevie qui dit si on marque tôt, on peut revenir dans le match. Et en sortant, en ouvrant la porte du vestiaire, donc en sortant, là on entend les supporters, on se dit mais donc tout le monde y croit en fait, donc on y va quoi. Enfin, on est obligé d'y croire avec eux. Après le comportement des Milanais aussi, ils étaient pas clair, hein, ils se voyaient gagner. Ils se la racontaient un peu. J'irai pas jusqu'à là, mais voilà, ils étaient en dilettante quoi. C'était voilà, on attend que ça se passe, que le temps passe, c'est bon, on l'a gagné quoi. Et premier but, Stevie dit. Deuxième but, Vladi. Et troisième, Xavi. Xavi Alonso, un penalty en 2 temps. Penalty en 2 Voilà, il y avait plein de trucs qu'on fait. Et surtout, il frappe en glissant la reprise après le penalty. Cet arrêt de Jersey, Dudek sur Shevchenko à la fin, pour moi, c'est un signe. C'est un signe de c'est Dieu qui nous a dit. C'est Dieu qui nous dit que vous avez gagné. Dans le temps réglementaire. C'est prolong. À 3-3, il refait. Non, c'est parce que je suis pas rentré moi encore. D'accord. Donc c'est avant les 90. Enfin dans les 90. Et ça c'est personne rate ça. Personne rate à 1 mètre et surtout pas Shevchenko à 1 mètre du but. Quand tu vois l'action. C'est impossible. Ça c'est des moi, tu me feras pas croire que c'est pas rationnel. C'est pas possible. Et un truc en plus. C'est pas possible. Il y a eu
un doudou quelque part. C'est pas possible. C'est pas possible. Quelqu'un avait mis quelque chose dans le but. Ouais. Jersey, là, faut qu'il nous dise. Faut qu'il nous dise ce qu'il a mis dans le but, mais. Alors, par contre, je peux te dire sur Dudek, ce qu'il a fait pendant la séance de tir au but. Oui. Ça, il a avancé de bien 5 mètres. 5 ou 6 pas, il est à la fin sur les 6 mètres. Celui de Pirlo. Mais je pense que c'est lui. Hein. Je pense que ça doit être pour lui qu'ils ont changé la règle. Non, c'est pas possible, il était devant. Il fait les pas à la fin. Pirlo, il tire, c'est presque y a comme s'il vient pour le contrer. Il n'y a plus de place. Donc, c'est vrai qu'il a beaucoup avancé quand même. Il a beaucoup avancé. Mais bon, avant moi, il y a Serginho et Pirlo qui ratent. Donc, ils sont deux à rater. À un moment donné, le premier, le qui au-dessus de la barre, c'est pas Dudek. Hein. Donc, quand t'arrives pour le tirer, t'es un peu plus soulagé. Moi, ouais, je suis en relâche. Ah, ouais. Je suis en relâche. Il y en a deux qui ont raté. Je suis en relâche parce qu'il y a 2 qui ont raté. Nous, on a marqué. Et surtout, il y a 6 mois, j'étais en béquille, moi. Il y a 6 mois, il y a 9 mois, on m'a dit mort pour le football. On m'a dit, ta carrière, c'est fini, tu ne rejoueras plus au foot. À 1 heure près, je me fais amputer. Parce que moi, quand je me casse la jambe, en fait, j'ai une fracture. Et ma fracture se déplace. Donc, ça veut dire que j'avais plus de sang dans le pied. J'avais plus de circulation. Fait tibia péroné. Ouais. Donc, fracture déplacée. Donc, au lieu que ça se casse juste, mon os se casse et se chevauche avec l'autre. Donc là, ici, là, mon pied, j'avais plus de circulation. Le sang ne vient plus. Donc quand j'arrive, je vois le docteur il me touche un peu les pieds et tout. Il me dit, tu sens quelque chose? Je dis non. Je sens pas, enfin, c'est peut-être la douleur, tout. Il me dit non, ton os, c'est truc, compte jusqu'à 3, je t'expliquerai. Donc 1, 2, 3, pam, il me tire la jambe. Et quelques jours après, il m'explique. Il me dit, tu te rappelles quand je t'ai dit, il me dit, il fallait que je réduise la fracture. Il me dit, ta fracture, en fait, ton os s'est cassé et a chevauché, donc t'avais plus de. C'est pour ça que tu te rappelles quand je te demandais si tu sentais et tout. Je sentais pas. Voilà. Il me dit, tu sentais pas. J'ai dit non, il me dit, parce que tu avais plus de sang. Ta veine était bloquée par ton os, et donc il n'y avait plus de circulation. Et il me dit, à 1 heure, un membre pas irrigué, il sert à rien. Il faut l'amputer. Ah oui. Et j'ai dit, ah d'accord. J'ai dit, ah ouais. Et ah ouais, heureusement que c'est pas un petit jeune qui vient d'arriver, qui a la présence d'esprit, tu vois, Dr. Waller. Donc, lui, à vie, parce que. Hormis le football, il y a une vie. Donc, si je joue avec mon fils, si je peux vivre aujourd'hui, c'est beaucoup grâce à lui. Donc, ouais, il s'est passé beaucoup de choses avant moi, pour que quand j'arrive à Istanbul devant 80 000 personnes, je suis relâche au max, mais vraiment. Et en plus, je te dis, ils ont raté 2 fois devant. Si je rate, on est toujours plus 1. Et grâce à Dieu, je rate pas. Donc, moi, c'était autoroute tout droit. Tu vas, tu tires, tu rates, c'est pas grave, tu reviens, c'est rien. Ouais. Mais j'avais pas l'intention de rater. C'est ce que j'allais te dire, ouais. J'étais pas parti pour rater. La blessure, t'en parles. Il y a celle aussi juste avant la Coupe du Monde 2006. Laquelle te fait le plus mal dans la tête? Dans le corps, je pense que c'est... Honnêtement, c'est peut-être prétentieux ce que je vais dire, mais aucune des deux. Aucune des deux, parce que la première, j'ai le sentiment en moi que je vais revenir. Même si on te dit que le foot, c'est fini pour toi. Ouais, il y a une autre anecdote que je raconte souvent. Donc, quand je me casse la jambe et que le doc me dit bon, le foot, ça va être compliqué pour toi, je lui ai dit non, j'ai dit je pars à Ibiza. Pourquoi Ibiza? Je sais pas, je suis allé cette année. C'était la première fois que j'allais. Je suis jamais allé à Ibiza. C'était sûrement le gaz. Le gaz. J'ai dit je vais partir 1 semaine à Ibiza et je vais revenir et je vais rejouer avant la fin de l'année. Je te jure sur mes enfants, c'est ce que je lui ai dit. Et le jour, si tu as l'occasion de le voir, tu lui demanderas. Je lui ai dit. C'est la première ou la deuxième blessure? La première. Je lui ai dit, je vais revenir avant la fin. Il me dit non, bon, on verra. Il veut pas trop non plus. J'ai déjà la jambe en équerre. Il veut pas trop me truc, tu vois. Et 1 mois avant la fin, je rejoue. Donc c'est bizarre, mais je savais que j'allais revenir, que j'allais rejouer cette saison. Et je rejoue. Je marque 2 buts d'ailleurs contre West Ham avant de revenir. Je reviens plus fort. Et la deuxième, quand je me blesse, je suis dans un état je connais. Il n'y a pas de virage, je me rappelle, qui vient, qui me dit ouais, viens, on joue vite le coup franc. C'est la ligne de touche. Ouais, je regarde, je dis frérot, là, pour jouer vite, ça va être compliqué, là. Ça va être compliqué. Quand t'as la jambe cassée, tu vois, ça va être lui, compliqué. Il voit pas. Et donc, moi, je le sais, je le sens. Et donc, je me touille, ils voient que je crie, donc ils appellent les trucs et tout. Mais je suis dans un état, et il y a une photo d'ailleurs qui circule, je suis sur la civière, et tu vois que j'ai mal, et je suis comme ça. Genre, je suis en train de saluer les gens. Or que j'ai la tête, j'ai le pied... la veille de la Coupe du Monde, ça veut dire la Coupe du Monde, c'est fini, tu as la jambe cassée. C'est le dernier match. C'est le dernier match avant la Coupe du Monde. Tu vois, pour te dire comment j'étais...
je savais. Voilà, il n'y a plus rien à faire. Tu vas faire quoi? Tu vas pleurer, il n'y a plus rien à faire. Donc je savais ce que c'était. Ben, j'allais reformer mon équipe d'Avengers pour me remettre sur pied. Et on allait revenir, encore une fois. Donc les deux, franchement, j'étais pas abattu sur aucune des deux. Après, celle qui est le plus chiante, c'est la Coupe du Monde. La Coupe du Monde se passe. Tu la regardes? Oui. Et tu la regardes comment? La finale. La finale, j'étais là quand le fameux coup de tête. Tu le vois tout de suite? Ou tu étais sur le ballon ou tu vois le coup de tête? Non, je suis sur le côté du banc. Ouais. Je vois qu'il y a... T'es pas en tribune, t'es sur le Non, banc? je suis en bas. C'est beau. Du banc. Ah oui, bien sûr, c'est beau. Ah ouais. Bien sûr, c'est une des forces de l'équipe de France, c'est qu'on est vraiment une famille. Ah, c'est beau, donc, tu vois. Il y a des photos en fin de match, je suis sur le terrain avec les mecs. J'ai ma béquille. Ouais. Et du coup, non, je vois une embrouille, je vois Zizou qui sort, enfin, je comprends pas trop, tu vois. Tout de suite. Et c'est après le visionnage des images que, ouais. Donc tu fais 2 Coupes du Monde, quand même? Ouais. Oh, J'aurais dû en avoir 3. Hein. T'aurais dû en avoir 3, mais t'aurais dû surtout avoir celle-là. Tu fais 2002. Ouais. 2002, l'élimination premier tour. Ouais. Et 2010, Naïsna. Ouais, Naïsna. Le fameux bus. Mais, ouais, normalement 3. Donc, c'est pas mal 3 Coupes du Monde, quand même. Oui, 2002, c'est la meilleure équipe du monde. Ouais. Championne du monde, championne d'Europe. Tu les as intégrés juste avant. Juste avant, une semaine avant. Voilà, une semaine avant. T'es la surprise, ouais. de cette Coupe du Monde. Tu joues à cette... Je rentre, ouais, à tous les matchs, je rentre une dizaine de minutes. Pourquoi ça n'a pas fonctionné alors que c'est la meilleure équipe du monde? Des fois, le football, c'est pas une science exacte. Tu as 3 meilleurs buteurs. Angleterre, Italie, France. Donc Trezeguet, Thierry Henry et toi. Moi, ouais. Tu as... Le meilleur joueur du monde, Zizou. Tu peux rajouter Djorkaeff dedans. Tu peux rajouter Sylvain Wittor. Tu peux rajouter Dugarry. Tu peux rajouter beaucoup de très bons joueurs. La défense. Beaucoup, la défense complète. Marcel, Fabien, l'un des meilleurs gardiens, sinon le meilleur gardien français. Mais il n'y a rien qui a fonctionné. Il y a rien qui voulait. Ça voulait pas rentrer, pardon. Poteau barre, on en a mis à l'appel. Et encore, malgré ça, on a eu carton rouge aussi, on a eu. Et malgré ça, on avait encore la chance de pouvoir se qualifier sur le dernier match, un peu comme en Afrique du Sud. Et on n'a pas réussi à le faire. Et le Danemark nous a sanctionnés. Et l'Afrique du Sud m'a resanctionné quelques années plus tard. Donc c'est comme ça. Hein. C'est comme ça. C'est des fois, t'as tout pour, mais il y a rien qui fonctionne. Naïsna, aujourd'hui, tu serais descendu du bus ou pas? Non, parce que... Est-ce que tout seul, tu peux descendre du bus? Si je joue au ping-pong, ouais, peut-être. Si je joue au tennis. Mais là, le truc, c'est que je pense que c'est le pourquoi du comment qui n'a pas été compris des gens. Le pourquoi on a fait ça. C'est de la solidarité. Exactement. Pour un membre du groupe? Exactement. Pour moi, je parle en mon nom, je parle pas au nom des autres, d'enlever Nico à 2 jours d'un match, où il faut qu'on gagne avec 2 buts d'écart, où Nico énervé peut nous les mettre les 2 buts. Pour moi, c'est du sabotage. Donc c'est pour ça qu'on fait ça. C'est parce qu'on n'est pas d'accord avec vous. Réglez ça après. On est éliminé, vous l'attrapez. On est qualifié, on avance. Mais attendez, le faites pas maintenant. Mais comme c'est sorti dans la presse, c'est difficile d'occulter ça. Déjà, vous lui avez demandé, il vous a dit que c'était pas vrai. Donc, il a continué à dire que c'était pas vrai. Voilà. Et puis moi, personnellement, j'étais pas dans le vestiaire. Mais Nico, c'est pas un ami d'enfance. Mais le Nico que je connais, je le vois pas dire ça. Et d'ailleurs, même Raymond n'est jamais venu publiquement dire oui, c'est vrai. Donc c'est qu'à un moment donné, il y a des mots qui ont été dits qui ont été peut-être déformés. Et malgré tout, même si c'est sorti, je pense qu'il y avait une gestion autre que ça. Donc, d'attendre, de gérer ça en famille, comme on dit, de laver notre linge en famille. Et Nico, c'était un élément trop important. Trop important à l'époque c'était notre numéro 9 titulaire, il aurait pu nous qualifier seul. Donc c'est pour ça, c'est dans ce sens-là, nous, qu'on le fait. On le fait pas
pour être des petits cons qui respectent rien et qui s'en foutent de tout. On veut montrer à la Fédé que c'est une erreur que vous faites et on n'est pas d'accord avec ça. Donc on ne s'entraîne pas. C'est comme ça qu'on le voit. C'est peut-être bête. Puis vous êtes dans le bus, vous savez pas ce qui se passe à l'extérieur. C'est bête, mais on le voit comme ça, nous. On le fait pour montrer notre mécontentement et demain on va s'entraîner. C'est pas grave. C'est comme ça qu'on le voit. Tu as parlé du numéro 9 en parlant de Nicolas Anelka. Est-ce que c'est un poste, un numéro en voie de disparition? Les numéros 10 à l'ancienne ont presque disparu. Tout le monde est heureux quand on dit « Oh, il y a un numéro 10, un meneur de jeu, un numéro 10 à l'ancienne ». Est-ce que dans quelques années, on va pas dire « Ah, le numéro 9, il a disparu, c'est un numéro 9 à l'ancienne ». On commence déjà un petit peu à le dire. Non, je pense pas, parce que marquer des buts, c'est l'essence même du football. Si tu marques pas, tu gagnes pas. Enfin, si tu es défenseur, on peut marquer sur un corner ou un milieu de terrain, mais il y a marquer un but, c'est une science. Et ça se travaille et c'est de l'art. Donc, sans buteur, ça serait compliqué. Après, je pense qu'il y aura une évolution de numéro 9. Il y a eu le 9,5, donc qui est pas 9, mais qui est pas 10, donc qui a remplacé le 10, qui tourne autour du 9. Il y a le système à 2 devant, donc c'est pas 2 vrais 9. C'est pas vraiment un 9 axial à la Trezeguet. Ça, il y en a plus. Il pourrait y en avoir encore ou c'est incompatible? Il y en a plus. De surface comme David et Inzaghi, par exemple. Voilà ce que j'allais dire. Il y en a plus. Ça, c'est fini. T'aimais ces profils-là? C'était pas ton profil à toi. T'étais un avaleur d'espace. C'était pas du tout mon profil, mais grand respect pour ces mecs-là. Parce que c'est des mecs, c'est des somnifères. Ils sont là, ils t'endorment, boum, ils te la mettent au fond. Des fois, Inzaghi, tu savais même pas qui était là. En vrai, tu savais pas qui jouait. Putain, 89e, boum, il te la met au fond. David, pareil. Des fois, dans le jeu, tu le voyais pas, David, à l'entraînement. Mais par contre, il y a un ballon, contrôle, boum, au fond. Et ça, c'est ce qu'on demande à un buteur. Après, dans le jeu actuel, dans le football actuel, on demande un peu plus. Toucher le ballon, venir défendre, être efficace, que ce soit ou même sur une passe D. Parce que les stats, aujourd'hui, comptent beaucoup. Donc, il faut qu'un joueur ait des XG. Ça, par contre, bon. Toi, t'as jamais marqué 0,34 buts par match. J'ai failli marquer, ça veut dire quoi? T'as jamais failli marquer 0,34 buts? J'ai failli marquer, j'ai pas marqué. Attends, j'aime bien. Parce que là, t'es dans le staff technique de la JOCR. Ouais. Dans le staff, adjoint, en charge des attaquants. Oui. Comment tu vois quand on dit à la fin, bien joué, hein? T'as failli marquer 1,34 buts. On a perdu 1-0 et t'as pas marqué. Je vous écoute pas. Je peux pas vous écouter. 1,34 buts. On a pris 5-0, mon gardien il vient me dire « Ah, j'ai failli faire 5 arrêts. » Mais frérot, tu en as 5 dans le but. Qu'est-ce que tu veux faire quoi? Ça marche pas. Non, moi, je peux pas écouter ça. Je ne peux pas écouter il a failli marquer. Il a marqué ou il a pas marqué. Ouais. Donc, on peut pas valoriser quelqu'un qui ne marque pas. Et que limite, il ait plus de valeur que quelqu'un. Oui, mais il a plus de chances de marquer. Ouais, mais frère, il a mis 5 buts dans l'année. Donc, ça marche pas. Ça, c'est des nouvelles stats là qui me font rire. J'ai posé il n'y a pas longtemps une question à quelqu'un en lui demandant c'était qui le plus dur. Non, mais... La fameuse. Ouais. C'était qui ton plus dur? C'était Van Dijk à toi. Ouais. En France, parce que t'étais en France, partout. Ouais, partout. Alors, en France, il y avait Jacek Bak. Du Racing Club de Lens. Et défenseur polonais et de Lyon aussi, le très grand. Lui. Fin. Ah ouais, il me fatiguait vraiment. Et il y avait Deveau, je sais pas si tu te rappelles, Deveau à Strasbourg. Bien sûr. Oh, les deux là, je détestais les jouer. Alors c'était quoi, dans la vitesse ou dans Non, dans l'impact. Il savait que en vitesse, il pouvait pas. Fallait qu'il prenne avant. Donc il fallait qu'il me fasse mal. Fallait pas que je prenne 1 mètre. Donc ils étaient là sur l'homme, vraiment dur. Donc les deux là, vraiment, ils m'ont. À 44 ans, j'en parle encore comme si j'ai pas envie de dire traumatisé parce que mais ils sont restés dans ta tête. Niveau football, oui. Niveau football, c'était des défenseurs. Et après Van Dijk, je l'ai pas joué. Mais Vidic et Ferdinand, le duo, là, c'était... Manchester United. Ouais, c'était... Plus Vidic, parce que Rio, tu vois, il est cool dans son attitude, tu vois, tu peux rigoler un peu avec lui, ouais. Entre deux trucs, tu vois, il va te dire, tu peux rigoler. Vidic, il n'y avait pas de rigolade avec lui. Hein. Ah non, lui, il n'était pas... c'était pas son délire de faire des blagues et de te mettre à l'aise et de penser que tu peux faire quelque chose. Lui, c'était 90 minutes sur tes côtes et il voulait rien laisser passer. Et c'est vraiment les matchs les plus durs. Je pense que c'était Vidic.
Mon Van Dijk à moi, c'était Vidic. Ouais. Ouais, C'est pas mal quand même. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Ça, c'est pour le côté des défenseurs. Pour les attaquants, tu as joué avec de très, très grands attaquants. Tu fais partie des très grands attaquants avec qui eux aussi ont joué. On a regardé, tu sais, on parle de Michael Owen, David Trezeguet, Thierry Henry aussi, Nico Anelka. Là, on parle que des Français. T'es arrivé avec Emile Heskey, qui était un très gros attaquant du côté de Liverpool. T'as joué avec Peter Crouch. Ouais. Je joue avec Stéphane Guivarch. Stéphane Guivarch aussi. Ne pas le négliger parce que c'est lui qui. Bon, moi, je suis très fan de Jean-Pierre Papin. Ouais. Donc. C'était ton inspiration, Jean-Pierre Papin. Oui, c'est mon idole. On peut. Je l'ai déjà dit plein de fois. Donc c'est mon idole, mais j'ai pas eu de contact direct avec lui en tant que joueur. Donc j'ai beaucoup analysé son jeu, les cassettes VHS. J'en ai mangé pas mal. Mais Stéphane, je l'ai côtoyé au quotidien et il m'a appris beaucoup, vraiment, surtout dans l'état d'esprit. Dans l'état d'esprit de les gardiens, c'est pas tes amis. Tu n'es pas un joueur fin, donc n'essaye pas des pichenettes et des gestes qui sont pas à toi. Donc toi, c'est la puissance, la vitesse et mettre au fond. Donc c'était faire mal au gardien. Pas dans le mauvais sens du terme, mais marquer des buts, quoi. Et j'ai vraiment appris beaucoup de Stéphane dans l'instinct, dans la prise de risque. Moi, on m'a vu mettre des buts d'angle fou, mais parce que je l'ai vu faire. Je l'ai vu faire le but OM-OCR, point de corner, là. Je me rappelle. Lui, il y pense, il la frappe, il ne tire pas au hasard. Ah non, lui, il veut la mettre là-bas. Et en entraînement, je l'ai vu faire des trucs de fou. Et c'est en voyant, c'est un peu du mimétisme, mais presque. Enfin, c'est pas totalement ça, parce qu'on n'avait pas totalement les mêmes caractéristiques. Mais l'instinct, c'est totalement du Jean-Pierre et du Stéphane. Vraiment, et dans les autres attaquants, Thierry Henry, Anelka. Trezeguet. Qu'est-ce que tu prenais, quand tu observais, qu'est-ce qui t'a marqué, est-ce qu'il y en a certains qui t'ont inspiré, mais je parle quand t'es déjà au plus haut niveau, parce que t'es un gros travailleur, t'analyses beaucoup. David Trezeguet. Ouais, David et Titi, bien sûr, parce que celui qui se rapprochait le plus, un peu, sans vouloir me comparer à Titi, mais celui qu'on avait peut-être la vitesse en commun, parce que techniquement, beaucoup au-dessus et rien à voir. On avait la vitesse et du coup, d'aller vite et d'être aussi technique et d'avoir ce geste-là de... La Thierry Henry. C'est pas j'essayais de le faire, mais voilà, j'étais plus attiré peut-être vers le jeu de Thierry. Mais David, c'était vraiment impressionnant. Joueur de surface de dingue et finisseur hors norme. Et dans les joueurs avec qui tu as joué ou que tu as affronté, lequel était le plus fort? Franchement, j'ai pas joué R9. Je regrette. J'ai joué Cristiano et Messi. Mais en numéro 9, Van Nistelrooy, c'était pas mal. C'était pas mal. Van Nistelrooy United, c'était costaud. Zlatan, je l'ai joué quand il était à la Juve, mais il n'a pas fait. Il n'était pas encore le Zlatan. Encore le Zlatan, ouais. Après, en PSG, on l'a joué. Je l'ai joué aussi avec Bastia, mais on les a battus. C'est avec le but de Palmieri. Palmieri, exactement, ouais. But de fou. But de fou de Julien. Je me souviens de ce match-là. Incroyable, ça. Un samedi après-midi. Rounet, c'était pas mal aussi. Louis, ça aussi, c'était bon. C'était très bon. Et ouais, j'ai eu la chance de jouer contre des bons attaquants. Adrien joue jeune. Il y a eu vraiment des Paoletta. C'est un duel. On a eu un duel pour savoir qui va finir meilleur buteur. Ouais. Il y avait Chabani aussi, Nonda. À Monaco. À Rennes d'abord, ouais. Ensuite à l'AS Monaco. Il y avait Frey. Du Stade Rennais. Non, il y a eu des beaux duels. Après, à l'étranger, en Angleterre. C'était Titi, hein. C'était Titi le king de la première ligue. Hein. Et dans tous les postes, tu sais, souvent, votre œil vous permet de voir des choses que nous, on ne voit pas. Quel joueur dont on ne parle jamais aurait dû avoir, selon toi, plus de lumière sur lui? Moi, à mon époque, un qui m'a régalé, hormis les Fadiga et les Capots, c'est Yann. Lachuer,
Moi, il m'a tellement régalé que... Super passeur. Extraordinaire. Mais c'était un passeur exceptionnel. C'est des mecs qui voient des choses avant tout le monde. Et qui ont peut-être pas eu la carrière qu'il devait avoir. Yann Lachuer, quelle vision de jeu, intelligence, il avait tout. Yann, c'était fou. C'était fou. Pourtant, voilà, petit gabarit, mince, mais pour le bouger, il fallait y aller. Et ouais, moi, un régal. Mais moi, la chance que j'ai eue à Auxerre, c'est que j'avais des pourvoyeurs incroyables. Capo, Fadiga, Mexès, Akale. Parce que Philippe de derrière. C'est ce que j'allais te dire. Parce que Philippe Mexès, j'ai l'impression que tout le monde en parle partout. Il les envoyait. Défense centrale, numéro 10, buteur. Kali, je l'ai dit. J'avais des joueurs de fou. Moi, même mes Thames, Tegno, ouais, un mec qui... La frappe. Voilà, qui allait peut-être à Tottenham et tout, mais c'est un joueur qui avait tellement de talent. Quelle frappe. Incroyable. Riseux aussi, t'as été avec lui à Liverpool. Ouais, à Liverpool, ouais. C'est encore un Scandinave, John Arne Riseux. John Arne, ouais. Qui est gaucher. Frappe de fou. Frappe. Il avait peut-être plus de frappes que toi, lui. Je pense qu'il avait plus de frappes que moi. Pourtant, t'avais déjà une frappe. Je l'ai vu casser une jambe, lui. Alan Smith. Tu te rappelles? De Manchester. Qui était à Leeds, à Manchester, avec les teintures blondes. Exactement. Un attaquant méchant qui aimait trop la bagarre. Il prend un direct. Attends, il casse la jambe. Il saute pour contrer. Cheville comme ça. Tu regarderas. Il a déboîté la cheville du mec. Un Liverpool-Manchester en plus. Ouais, chez nous. Bon, on avait perdu, je crois qu'on avait perdu sec sur 2 ou 3-0, un truc comme ça, très sec. Coup franc décalé. Coup franc décalé, ça aussi, c'est un des trucs qui existe plus dans le football. Hein. Non, tu décalé, tu frappes. Toi, t'aimais bien. Bah, moi, j'adorais ça. Donc, du coup, il saute pour contrer. Ouais, ça, là. Il casse la jambe. Il avait une grosse frappe, Johnny. Où est-ce que tu t'es le plus éclaté? Franchement, humainement et sportivement, au Pana. Au Pana, je me suis régalé. C'était une folie, ce club. Et j'ai Panathinaikos. Panathinaikos. J'ai une attache avec ce club qui est dur à expliquer parce que je suis pas grec. J'ai pas d'amis grecs. J'ai pas de connaissances grecques avant d'y aller. Et j'ai surtout pas l'envie tout de suite. T'as pas envie d'y aller? Ben, c'est pas que j'ai pas envie, c'est que je suis prêté par Marseille. Donc, je suis à Marseille, moi, de base. Je suis prêté à Sunderland. Je fais une belle saison, je mets 10 buts à Sunderland. C'est l'année de la Coupe du Monde. Il y a Deschamps qui arrive à l'OM en nouveau club, en nouveau coach. Je suis parti parce que je jouais pas et je sens que mon retour à Marseille sera compliqué si je rentre. À cause de quoi? Ben, il y a une équipe qui s'est mise en place, il y a Brandao qui tourne un peu. Donc, je me dis, je suis parti pour être remplaçant parce que j'étais remplaçant. Revenir pour ça, c'est pas non plus ce que je veux. Mais j'ai cet amour-là pour l'OM qui me dit, bon... Et du coup, il y a le projet du Pana qui vient, qui joue la Ligue des Champions, qui a des joueurs comme Gilberto Silva, comme Karagounis, comme Sébastien Leto qui arrive après, Ninis qui arrive, comme Seitaridis, donc 4 ou 5 champions d'Europe. Champion d'Europe 2004. 2004. Et je me dis, vas-y, on y va. Mais, de base, je vais juste voir quand j'arrive. Je vais voir comment ça se passe, les infrastructures, et si ça me plaît, je signe. Sauf que j'arrive, il y a 4000 personnes à l'aéroport. Pour toi. Qui m'attendent. Donc je me dis, si tu leur dis tu viens pas, cousin, je sais pas comment tu vas rentrer, tu vois. Il n'y a pas de retour. Je sais pas comment tu vas rentrer. Donc je rentre. Ils te mettent l'écharpe tout de suite ou pas? Non, en plus j'arrive, micmac de voiture, non, toi tu te mets là, toi tu te mets là-bas, on ouvre le truc qui s'ouvre, fumigène et tout, je dis, oh là là, c'est quoi? Mais attends, mais t'avais pas signé? Non, mais je leur dis, vous êtes... Non, mais ça a fuité que tu venais, et les gens ils voulaient te montrer l'accueil et tout, non, j'ai dit, ouais, d'accord. Donc j'arrive, on fait le truc, et avec en fait on devait voir 2-3 points avec mon agent, et finalement ben, on arrive, on signe, quoi. Et je regrette pas parce que j'ai dit humainement c'est des trucs de fou, C'est-à-dire? Des mecs qui viennent à l'entraînement, il enlève son t-shirt, il a ma tête tatouée comme ça dans le dos. Des trucs, là, un truc, des mecs qui me voient, ils pleurent. Non, c'est... Ils sont plus fous qu'à Marseille? Ouais, là, moi j'ai jamais vu de Marseillais qui s'est tatoué ma face dans le dos. Le seul supporter de l'homme avec qui t'as parlé, ça c'est mal fini. Tu sais quoi? Écoute, je vais utiliser ça. C'est le seul à qui j'en parle. J'en ai jamais parlé de cette histoire. Vas-y. L'histoire de c'est pas bien ce que j'ai fait. Parce qu'on rigole pas sur le physique. Non. Sauf que l'histoire, on arrive à Porto.
ok. Et si vous voyez Eric Guéret et les autres, ils vous en parleront. On arrive à Porto, à l'aéroport. On arrive, on sort dans le terminal. Et du terminal au bus, il y a une dizaine de minutes de marche. Sauf que le gars, il est là dès le début, en fait, lui. Hein. Ah, ouais. Comme je sors de la porte, il m'attaque. Ouais, si c'est, t'es nul. Demain, t'es nul. Non. Sauf que moi, je suis à Guéret. Je peux pas l'attaquer, le mec. Donc, j'avance. T'es nul. Demain, va falloir que tu cours. Dis on va te casser. Mais je jure sur mes enfants. C'est la vérité, ce que je vous dis. J'avance. 10 minutes, il est là. Je dis rien, j'avance. Je mets mon truc dans le bus. Je monte dans le bus. Je monte. Je m'assois, il y a Mamad à côté de moi. Je suis côté fenêtre, il y a Mamad. On parle avec Mamad. Putain, je tourne la tête, je vois, il est là encore. Il est là, il me fait des gestes. À l'extérieur. Et là, je pète un câble. Je descends du bus et je lui dis, oh. Il y a un moment donné, hey, tu vas faire quoi? Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Et je dis ce que j'ai à dire. Ce que je lui dis, c'est pas à dire. Je m'en excuse d'ailleurs. C'est pas beau à dire. Mais le mec, il est dans ma tête pendant 15 minutes. Hein. Donc, il y a un moment donné, j'ai pété un câble. Donc, faut pas croire que j'étais dans le bus, je suis descendu, je l'ai vu. Non, c'est pas passé comme ça. Pendant 15 minutes, lui, il m'a mangé la tête. J'aurais pas dû réagir comme ça. Ouais, oui, évidemment. Mais ça s'est pas passé comme ça. Je suis pas juste descendu comme ça et lui dire... non, c'est pas vrai. On revient à ceux du Pana. Ouais. Alors, eux, ils ont pas fait de tatouages. Eux, ils ont fait les tatouages, pas comme ceux dans les autres clubs et les autres pays. Et je me souviens d'une conférence de presse. Ouais. Avec... non, mais c'est une pression incroyable. Il y a des fois... En plus, tu comprends pas tout dans les... dans la traduction. Le traducteur, là. Et tu lui dis, mais dis-lui ça. Parce que lui, il est français. Enfin, il est pas français, mais il parle français. D'accord. Il parle très bien français. Et il se passe qu'on joue... on est en demi-finale retour de Coupe de Grèce. Donc, l'arbitre donne 2 minutes de temps additionnel. Et il y a un coup franc, 2 minutes, et il y a un coup franc à la 4e ou 5e minute. Donc, fini, ça fait déjà 3 minutes qu'on y court après. Ah, c'est fini. Et on est qualifié, donc là. Donc, il y a une faute, coup franc en milieu de terrain. Eux, chandelle. Notre gardien, il sort. Goldorak, il rate tout. But. Et on est éliminé. Sauf que moi, je regarde la montre, et je vois, ça fait 7 minutes qu'on joue. Et il a donné 2 minutes d'arrêt de jeu. Donc, je pète un câble, je vais le voir. Il me dit, ouais, le temps, c'est temps minimum. C'est temps minimum additionnel. Je dis, ouais, ben, venez, on joue encore, là. Si c'est minimum. On peut jouer on joue. 120 minutes. Je dis, on continue jusqu'à temps que... Il me dit, non, et en plus, c'est pas ça. C'est qu'il marque envahissement de terrain. Donc, fini, match terminé. Et on se fait éliminer sur ça. Après, tu vois... Péter un câble. Maintenant, le coach, il me dit... Dib, il y a la conférence et tout. J'ai dit, coach, vous êtes sûr que vous voulez que j'aille là? Il me dit, ouais. J'ai dit, ok. J'ai dit, vais. Donc j'y vais, et là, je lui dis, j'ai dit au mec, je lui dis, tu dis tout ce que je dis, tu traduis. Oui, mais lui, loin de l'idée que j'allais dire ça. Je lui ai dit, tu traduis bien tout. Ouais, t'inquiète. Et c'est là aujourd'hui, je dis, vous irez la voir. Vous irez on va pas dire de gros mots. Vous irez la voir. Mais, ouais, non. Ouais, ça fait partie de... Quand la passion et l'amour parlent des fois à chaud, il faut pas... Faut rester... faut attendre un peu et parler le lendemain. T'as ce côté émotionnel. Ah ben oui, carrément. Tu vois, carrément. Passionné. Carrément. Ben, on le voyait avant, j'étais sur le terrain, ça levait les bras, mais j'ai vu il y a une période, une partie d'un interview de Samir, là, Nasri, qui est ressorti. Que Samir, qui est comme mon petit frère, que j'adore d'ailleurs. Mais en tout cas, mes coéquipiers savaient aussi que c'était pas pour... C'était moi, j'étais comme ça, et puis une seconde après, c'était oublié, on rentrait dans le vestiaire. Mais t'as déjà eu des grosses disputes? Jamais. T'as eu des colères parce que voilà, tu dis les choses, mais pas aller jusqu'à la dispute. Non, parce que déjà parce que mes coéquipiers étaient des gens intelligents et qui connaissaient aussi l'homme. Ils savaient que l'homme et le joueur, c'est pas forcément les mêmes personnages. Quand tu es sur le terrain, tu réagis d'une façon que dans la vie tu réagirais pas comme ça. Donc ça, ils le savaient. Et c'est vrai que des fois, ça râlait. Tu veux dire fin des années 90 jusqu'au milieu des années 2000. Ouais. Pour moi, c'est les années Zidane.
C'est la concentration des plus grands talents de foot bien sûr. que moi j'ai. C'est pas de dire c'était mieux avant. C'est pas du tout ce truc-là, même si je pense que c'était mieux avant. Il y a plus de talent. Il y avait plus de talent. Tu vois, il y avait plus de concentration de talent. La liste des avant-centres. La liste des avant-centres que tu as donnée, là. On part de... Tu peux en rajouter, hein. Tu peux rajouter les Bobo Vieri, tu peux rajouter... T'imagines? Tu peux les Bergkamp, tu peux rajouter... Il y en a un dans chaque équipe. Dans chaque équipe, il y en avait un. Et dans chaque équipe nationale... Aujourd'hui, tu regardes les équipes nationales. Tu peux y aller, tu peux aller dans chacun. Aujourd'hui, tu regardes les Pays-Bas. Mais quel niveau ils ont par rapport à ces années 2000-là? Tu vas regarder le Brésil. Pareil. Joue Brésil 2000 contre Brésil de maintenant. Mais écoute-moi bien, c'est un 15-0 qui est prenant. Mais la vérité, hein, R9, il leur met 10 buts par mi-temps. Hein. C'est pas... Tu vois, l'Italie. Tu regardes l'Italie avant, tu parles. Inzaghi. Bobo Vieri, Inzaghi, Del Piero. Tu avais un petit peu Totti qui était en rôle hybride de buteur, de passeur. Est-ce qu'il était numéro 10? Qu'est-ce qu'il était attaquant milieu des années 90, fin des années 90? T'avais encore Roberto Baggio. Il fait la Coupe du Monde, la Coupe du Monde 98. Il a joué encore un petit peu après. Je dois certainement en oublier. Je te parle même pas de Del Vecchio, Montella, qui seraient peut-être aujourd'hui les stars de leur équipe. Del Vecchio, Montella, ils avaient... Alors, Del Vecchio est titulaire en finale de l'Euro 2000, c'est lui qui marque le premier contre l'équipe de France. Mais se dire la densité de talent, là je prends l'Italie, peut-être que l'équipe d'Espagne a été beaucoup plus fort et beaucoup plus forte aujourd'hui que les années 90 et le début des années 2000. Et quand je parle des années 2000, c'est jusqu'à 2008. Oui, il n'y a que l'Espagne. Parce qu'après, à partir de 2000... Mais Pays-Bas, non. Argentine. Saviola. Alors oui, ils ont Messi. Mais Batistuta. Higuaín. Crespo, quel joueur. Ça, c'est fou que toi-même, que moi je le dise. C'est important, mais que toi, tu le dises en tant que numéro 9, que tu dises Crespo. Ah ouais, non. T'imagines, toi, tous les buts que t'as mis, de dire Crespo. C'est fou. En fait, moi, ce qui m'impressionnait chez lui, enfin, chez les autres attaquants, c'était... J'étais différent d'eux. Donc, il y avait des choses, forcément, la finition, les appels, l'intelligence, le placement. C'est ça, moi, qui me fascinait chez eux. Et franchement, ce mec-là, il avait tout. Batigol, laisse tomber. Puissance. Batigol, il cassait la cage. Il n'y avait rien de doucement. Il cassait la cage. Et moi, c'était ça. Moi, c'était mon genre de joueur. Moi, j'aimais les brutes. Jean-Pierre, Ivarge, Batigol. Ouais, des mecs qui... Après, j'aimais la finesse, Titi et tout. C'était beau. Mais c'était pas moi. C'était pas mon... Ouais, Vieri. C'était pas mon jeu. Ouais. Amokachi. Nigérian. Quand il marque, Yekini. Oh là là. Incroyable. R9, lui, c'était vraiment un hybride de tout, lui. Il avait tout. Techniquement, fin, brut. Il savait, quand il passe entre 4 joueurs, là, il casse des murs. Non, il y avait des... Il y a un joueur avec qui tu aurais aimé jouer? En club? Ouais, Z, j'aurais bien aimé quand même. J'aurais bien aimé jouer. J'ai 41 sélections, j'ai dû jouer une vingtaine de fois peut-être avec lui. Donc c'est déjà bien d'avoir ce privilège-là, mais en club, ouais, ça aurait été bien. T'as joué aussi associé avec Thierry Henry? Oui, Titi quelques fois en sélection. Thierry, ouais, c'était pas mal. Ouais, malgré le fait que j'avais peur qu'on se marche dessus et qu'on fasse les mêmes appels et que truc, ben non, c'est quelqu'un de très intelligent qui, il avait une histoire un peu plus étoffée avec la mienne en équipe de France, donc il a su un peu redescendre un peu et me laisser les espaces. Donc ça, et c'est pour ça qu'on s'entend très bien avec Titi. C'est beau quand même d'avoir... C'est ça. Moi, la chance dans ma carrière, c'est que j'ai eu des aînés qui m'ont vraiment aidé. Donc quand je parlais de Guy Varche tout à l'heure, il sentait la patate. Il sentait la patate, pardon. Le petit jeune qui arrive, qui va me prendre la place, il aurait pu me boycotter. Pas du tout. Au contraire, il m'a donné les clés. Il m'a dit, voilà, tiens, le futur, c'est toi. En équipe de France, pareil, je suis arrivé. David, Titi, Dugas, Wiltorn, Sylvain, tout ça, c'est des mecs qui m'ont ouvert des portes. Tu vois, ils n'ont pas vu la petite star qui arrive, qui va nous prendre la place. Au contraire, ils m'ont Vincent Candela aussi pour citer les défenseurs, Franck Leboeuf, que j'appelle papa d'ailleurs, c'est des mecs qui m'ont Lisa, c'est des mecs qui m'ont pris voilà, comme leur petit frère et voilà, viens avec nous. Pas oh putain, lui il arrive
En plus, il a une image et tout, ouais, il va nous faire mal. Pas du tout. Vous discutiez avec Thierry, tu vois, de la spéciale, parce qu'il adore le foot. Il est comme toi. Non, il est pire que moi, lui. Encyclopédie de foot, il sera. Moi, j'aime jouer. Mais en dehors, je regarde les matchs et tout, mais je suis pas, on va pas se dire, je suis pas un fou du foot. Mais Titi, lui, tu lui dis qui a marqué en 90, je sais pas quoi, il va te dire. C'est vraiment, et Carragher était comme ça aussi, d'ailleurs. Carragher aussi, il faut un bon duo, avec Micah Richards aussi. Carragher comme ça. Donc Titi, et non, on n'en parlait pas trop, mais par contre, j'observais. Moi, je suis quelqu'un qui regarde. Je regarde et je reproduis. Qu'est-ce que tu as reproduit de lui? De Titi? Ouais. L'intelligence dans les appels. Donc les appels cassés, comme on dit. Tu vois, de faire un appel et de changer de direction. La finesse aussi, j'ai appris quand même, parce que de frapper fort tout le temps, il y a un moment donné, ça passe plus. Et voilà, c'est déjà pas mal, hein, comme chose à piquer à quelqu'un. Et après, Titi, il est unique. Donc, on peut essayer d'eux, mais il y a un moment, le geste, il a lui, et puis il n'y a que lui qui l'a. Hein. J'ai pas son ouverture de cheville, j'ai pas le geste, même si, voilà, c'était pas mal, mais Titi, c'est intouchable. T'as parlé de Carragher, je te parle de Micah Richards. Tu prends plus de Thierry que des deux autres, quand même. Oui. Ouais, T'as joué contre Micah Richards aussi quand t'étais en première ligue. Ouais. Et t'es dur comme défenseur? Parce qu'on le voit toujours souriant à la télé, tu vois, ça fait partie des mecs sympas qu'on aime bien dans le foot. C'est un bon bébé. Après, je pense que dans l'état d'esprit, il a toujours été gaulerie comme ça sur le terrain. Mais c'est vrai que moi, c'était quelqu'un de rugueux. Hein. C'est quelqu'un de rugueux, dur. Bon, après, là, n'empêche pas l'autre. Hein. Tu peux être dur sur le. Carragher, il était gentil. Mais Cara, non. Cara, c'était dur, travailleur, très gros travailleur. Un mec qui lâche rien, qui finit toujours transpirant, vraiment au bout du bout. Et c'est un soldat, et c'est toujours bien d'avoir des joueurs comme ça dans son équipe, parce que tu sais que tu peux vraiment aller à la guerre. C'est vraiment le thème avec lui, et c'est ce qui m'a aussi. J'ai appris ça aussi en Angleterre, qu'à un moment donné, le talent et l'élégance, c'est bien, mais il faut savoir prendre des coups et les mettre. Et des fois, il faut mettre les mains dans le cambouis et aller à la bataille. Et ça, c'est mon passage en Angleterre m'a fait du bien pour ça. C'est souvent la dernière question ou le dernier thème qu'on aborde dans Campo. Ça fait longtemps que tu es dans ce milieu-là. Quelle question on t'a jamais posée? Et si on avait été bon, nous, journalistes, on t'aurait posé cette question. En tout cas, on aurait abordé ce sujet-là. Tu m'as pas parlé de pêche. De pêche? La pêche. Je savais pas. Tu vois? Ah ben non, mais c'est très bien. Moi, j'adore la pêche. C'est vrai? Vrai, je te jure. Encore aujourd'hui? Ouais, bah oui. Et quand tu jouais, tu pêchais? Oui, moi j'ai commencé à vraiment aimer la pêche à 11-12 ans. Un ami de la famille qui m'a amené à la pêche. Et je kiffe la pêche, vraiment. Pêche en mer en Corse. Ouais, pêche à la traîne, palingrode, tout ça, ouais, je pêche. T'es un expert en pêche? Ouais. Ah, c'est bon ça. Et qu'est-ce que tu trouves qu'est-ce qui te régale? La pêche, ça va pas trop avec le personnage. Hein. C'est pour ça que je te dis ça. Parce que c'est calme, peut-être? Ouais. En fait, je me dis, j'attends parce qu'il y a quelque chose qui va arriver. Et dans le football, tu es un peu comme ça, un l'affût. Un attaquant, en fait, c'est un prédateur. Il faut attendre, tu attends le bon appel, tu es à la limite. Et si tu fais pas au bon moment, si tu ferres pas au bon moment, tu casses. Ah, purée, bien joué. Le brochet, il pète. Et tu vas encore? Ah oui, c'est quoi la plus grosse prise? Ah, j'ai fait une belle liche. Liche, c'est un petit thon. Ouais, parce que j'ai fait ça, j'étais tout petit. Ouais, j'ai dit. Ça se voit que j'y connais rien du tout. Cette taille-là, c'était le vif. C'est le vif qu'on a fait. D'accord. Donc tu pêches au vif pour attraper les gros. On a fait des macros à peu près de cette taille-là, hein, de ton maximum que tu as pêché. Et la liche, elle faisait 30 kilos. Ah oui. Je te montrerai, je l'ai sur mon téléphone. C'était où? En Corse, à Bastia.
J'habite en Corse, moi, donc je vais... T'es resté en Corse? Ouais, j'ai signé au Sporting, tombé amoureux de cette île, on n'appelle pas l'île de beauté pour rien, c'est vraiment magnifique. Mon fils est né là-bas, donc je suis resté là-bas, j'ai ma maison là-bas, donc je suis très, très, très bien là-bas. Bon, et si un jour vous croisez quelqu'un sur un bateau très calme... À 6h du mat. À 6h du matin en plus? Au port de Bastia, ça peut être moi. Ça peut être Djib. Djib, je vais terminer avec... parce qu'on pouvait pas... On va... voyez poser là depuis tout à l'heure. Ouais. Il me regardait, mais il est incroyable. Ah, ce maillot, je le mets juste devant moi. Même maintenant, tu le ressors maintenant, il a un flow incroyable. C'est, je pense, pour moi en tout cas, la première image quand on me parle de toi. Ouais. Quand je pense à toi. Non, le blanc. Sans le bleu ici. Blanc. Mais toujours. Ça, c'est la deuxième année. Ça, c'est la deuxième année. Tu faisais des pompes avant pour être bien congestionné dans franchement, il était. Ce maillot-là. Écoute, c'est ce qu'on va faire. On va le faire signer. Par toi, évidemment, et puis on va le faire remporter pour vous. Allez-y. Oh, ça, franchement, jouez. Hein. Enfin, je sais pas comment vous jouez, mais c'est ça. Ça se passe sur. C'est un vrai cadeau. Hein. Sur YouTube. Commentez, abonnez-vous. Et puis, tellement demandé ce maillot-là. On fera un tirage au sort pour remporter ce maillot de Djibril Cissé. Ouais, c'est une pièce. Ah ouais, non, c'est pépite. Hein. C'est exceptionnel. Je te vois toi. Je vois Philippe Mexès. Moi, celui-là, c'est Philippe. Moi, c'est le blanc. Le deuxième. Moi, avec le monoeil. Il mettait pas du monoeil avant les matchs, Philippe Mexès? Non, mais par gominet, bien les cheveux. La crème et tout. Je l'ai vu se parfumer plusieurs fois. Avant les matchs? Ouais. C'était le goûtier de la JOCR. Ouais, je lui disais, mais pourquoi? Non, tranquille, respect des attaquants. Il était beau, Philippe. Magnifique, Philippe, c'est quel joueur. Il était beau, il sentait bon. Tu te rends compte, il joue, il met du parfum. La classe. Incroyable. Et il va bientôt venir dans Campo, Philippe Mexès. Franchement. J'ai eu la chance d'être invité à ton jubilé. Je pense que c'était à la hauteur. Au-delà du jeu, on en a déjà parlé. Et je le redis encore une fois. C'est pas le nombre de personnes, c'est la qualité et l'émotion des gens. Et ces gens sont venus pour toi. Et moi, je l'ai compris. Et je pense que c'est tout à ton honneur. Donc, c'est kiffant d'avoir pu regarder des mecs comme toi jouer au foot. Et c'est encore plus kiffant à l'extérieur. Non, puisque ça rentrait dans les 120 ans du club. Il y avait plein de choses qui rentraient en jeu. Et surtout, la surprise que le club m'a fait. C'est un truc que je pourrais pas... le bâtiment. Je pourrais pas oublier, ouais. La pyramide. Tout le monde est passé là-bas. C'est la pyramide du centre de formation. Tout le monde est passé dans ce centre. Quand on a tout le monde. Moi, mec, tout le monde est passé dans ce stade. On appelait ça la pyramide. On appelait ça la pyramide. Et maintenant, on l'appelle comment? La pyramide Djibril Cissé. C'est incroyable. Incroyable et je suis pas repassé d'ailleurs depuis. Va falloir que j'y aille. Parce que l'émotion, elle était tellement... Elle était forte. C'est un truc que j'arrive même pas à imaginer. Enfin, je l'ai pas encore intégré le truc. Que la pyramide s'appelle par mon nom. C'est très fort. Jim, merci beaucoup. Merci pour tout. C'était un bonheur, une fierté. Régal. Merci à vous. Nouvel épisode de Campo bientôt. On espère que vous avez pris autant de plaisir que nous à le préparer, à le vivre. Dites-nous en commentaire, posez-nous des questions. On essaiera d'y répondre évidemment parce qu'on vous lit. Abonnez-vous, mettez les alertes, tout ce que vous voulez. Merci encore de nous suivre. On a bien commencé cette saison 2. Ouais. Et je crois qu'on est parti sur bonne base pour la continuer. À bientôt. Ciao.